Bonjour à tous et tous ceux qui sont connectés. On attend encore, je pense, une minute ou deux que tout le monde ait le temps de se connecter. En tout cas, merci de votre présence. Donc, l'UGAP est une centrale d'achat public généraliste, et c'est la seule dans son cas, avec un statut d'EPIC qui lui permet donc de faire de l'achat-revente sur beaucoup de domaines, dont le domaine des prestations informatiques et des prestations intellectuelles. À savoir, il est placé sous la tutelle, et c'est écrit, du ministère chargé de l'action des comptes et des publics et de l'éducation nationale. Le rôle, c'est de permettre à toute personne obligée de passer par la commande publique, de lui permettre d'acheter de façon plus simple grâce à l'UGAP. C'est-à-dire que le passage par l'UGAP permet à toute personne devant passer par la commande publique de remplir ses obligations. Alors, les offres de conseil, donc comme je disais, l'UGAP est sans doute connu pour les offres de matériel, mais depuis 2012, l'UGAP aussi propose des prestations intellectuelles, d'abord liées à l'informatique, avec à la fois les études de conseil et le développement d'applications, ce qui était une extension naturelle finalement de la vente de systèmes informatiques lourds ou plus légers. Et puis dernièrement, donc là c'est le deuxième renouvellement, donc depuis 2016, des missions de prestations intellectuelles. Les autres seront présentés lors de d'autres webinaires avec 4 lots. Un lot conseil en stratégie, un lot conseil en organisation, donc vous voyez les titulaires, un lot conseil en finance, et enfin, objet de webinaire aujourd'hui, le conseil en immobilier avec un groupement mené par Colliers et Beringbolt. La nouveauté, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce webinaire, c'est que autant pour le premier tour de marché qui a duré 3 ans, le domaine d'application était uniquement la France métropolitaine. Depuis le renouvellement qui a eu lieu en septembre 2022, le marché est ouvert. Le marché est ouvert au Dromcom et on a déjà, on verra tout à l'heure, des missions en cours pour les Dromcom. D'où l'intérêt de ce webinaire pour vous montrer ce qu'il est possible de faire et comment ça fonctionne. L'UGAP a une équipe dédiée. Donc au premier rang, je parle géographiquement, nous avons Emilia Sorero qui est responsable chef du département appui commercial. Donc appui commercial, c'est les gens qui gèrent justement ces offres à la fois de prestations intellectuelles et informatiques. Et son adjointe Stéphanie qui, je crois, est connectée. Et la personne à qui vous aurez plus certainement affaire, Grégory Zilberfahn, qui, dans ses attributions, est responsable donc, de ces marchés, y compris le marché immobilier, pour justement le secteur des Dromcom. Voilà. De l'autre côté, nous avons, donc ça c'est les responsables au niveau appui commercial central liés au métier. Et de l'autre côté, nous avons Sandrine et Isabelle qui étaient connectées tout à l'heure, qui sont donc les chargés d'affaires, vos contacts quotidiens sur tous ces secteurs. Sans plus attendre, je propose maintenant qu'on a eu une vision rapide de ce qu'est l'UGAP, qu'on vous parle plus précisément du marché de conseil en immobilier. Premier élément, qu'est-ce que ça concerne? Mais comme son nom l'indique, c'est l'immobilier au sens large, c'est-à-dire sans aucune restriction. On a mis quelques exemples, mais vous voyez, ça finit par 3 points de suspension. Donc effectivement, ça peut être tout sujet immobilier, que ce soit des bureaux, que ce soit des hôpitaux. On travaille beaucoup avec des hôpitaux. Que ça soit des questions de logement, c'est plus rare. Des casernes, on a quelques missions en cours aujourd'hui en Martinique pour des casernes. Et ça peut être des sujets de foncier. Alors, on ne va pas faire de l'aménagement, mais traiter des sujets de vente, acquisition, foncier, etc. Les actifs concernés sont vraiment larges du moment qu'on parle d'un immeuble. Et qui peut utiliser le marché, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, toute personne qui est tenue à la commande publique peut passer par l'UGAP. Ça permet de remplir son obligation de marché public. Donc du coup, ça concerne
les services déconcentrés, les préfectures, les directions régionales et autres. Ça concerne des établissements publics, ça va concerner les centres hospitaliers, ça va concerner les SDIS, des caisses, ça peut concerner, c'est les principaux exemples que j'ai en tête avec les missions actuelles. Mais voilà, c'est assez large. Et comme je le disais, et c'est l'intérêt de ce webinaire, France métropolitaine certes, mais aussi Drôme et Com. Et j'insiste sur le Com parce qu'effectivement, on a d'ores et déjà des missions, par exemple, à Wallis et Futuna. Donc, c'est pas uniquement Drôme, c'est Drôme et Com, sous réserve, bien sûr, des législations particulières. Donc voilà, donc ça, c'est sur quoi on peut travailler. Et ensuite, on tenait à vous présenter, et je laisse la parole à Paul, qui vous avez en face de vous quand vous vous adressez à l'UGAP. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, vous avez sous vos yeux donc une planche qui récapitule les différents membres du groupement titulaire de ce marché. Donc, vous voyez en haut à gauche le mandataire Colliers et vous voyez 3 co-traitants. Alors moi, je n'en représente qu'un, Bearing Point, mais vous en voyez 2 autres qui sont un cabinet d'avocats et un cabinet de notaires, puisque vous le verrez plus tard dans la présentation des prestations possibles, il y a souvent nécessité de faire appel à ce type d'acteurs pour sécuriser certaines opérations d'acquisition, cession, prise à bail notamment. Vous voyez ensuite une série de sous-traitants. Donc vous en connaissez sûrement quelques-uns des plus connus comme Aegis par exemple, dont on voit le logo, ou CETEC. Donc ça, ce sont plutôt des sous-traitants techniques qui nous appuient dans le cadre d'études type audit de bâtiment, mais également dans des missions d'AMO, de conduite d'opération, de travaux de construction, de rénovation. Et puis vous retrouvez des acteurs plus de niche sur certains secteurs d'activité en particulier, comme par exemple des acteurs plutôt, vous voyez en bas à gauche, Idetom, TB Maestro, Artimon, qui appuient le groupement surtout sur des missions de schéma directeur immobilier. Par exemple, je citerai TB Maestro, qui est très spécialisé auprès des collectivités locales, petites et moyennes collectivités. Et à droite, vous voyez Modal, Innovista. Innovista est un acteur spécialisé dans les DROM et qui est présent dans l'océan Indien, mais également dans les Antilles et en Polynésie. Donc, on peut quand même insister sur cet acteur-là. Et enfin, plutôt des acteurs de programmation. Mais Michel vous présentera tout à l'heure toutes les prestations possibles et vous verrez qu'elles sont très larges. Et que donc, il y a une nécessité d'avoir dans le groupement, finalement, toute une pluridisciplinarité et une certaine richesse dans les intervenants à pouvoir être en capacité de mobiliser. Voilà. Si tu me le permets, j'ajouterais qu'effectivement, tu as bien fait d'insister sur Innovista qui est présent à La Réunion et l'océan Indien. Là, il s'agit des sous-traitants qui sont notre cœur de réseau. Après, à la demande et en fonction des sujets, on a la possibilité d'élargir notre spectre de sous-traitants justement pour, dans la mesure du possible, parce qu'on sait que ça fait partie de l'ADN de l'UGAP, pouvoir utiliser des personnes locales. Déjà, c'est plus simple et ça répond généralement mieux à la question. Donc, typiquement, Aegis est aussi présent en Martinique. Et on a d'autres sous-traitants qu'on a pu faire travailler en ce moment à Mayotte ou à Wallis et Futuna. Donc, ça, c'est le cœur, dont certains sont déjà en Dromcom, mais ce qui est très, très important à noter, c'est que le but du jeu est, dans la mesure du possible, de faire travailler des gens en qui on a confiance, donc il faut qu'on les connaisse, mais qui puissent répondre localement. Et peut-être un marqueur quand même important, ce marché, comme vous le voyez tout en bas de page, en petit italique comme à la télé, a été renouvelé l'année dernière. Et nous étions titulaires avec Colliers de ce marché déjà la dernière fois, qui est quand même gage d'une certaine confiance et d'une assise. Et donc, on a pu pratiquer depuis 4 ans, effectivement, ce type de mission. Donc, on a beaucoup de retours d'expérience à partager. Donc on en vient maintenant à vous présenter les unités d'œuvre de façon très large et après on fera un zoom sur quelques-unes. L'idée globalement, c'est qu'on est capable de vous accompagner dans à peu près toutes les dimensions que peut exiger l'immobilier, à deux exceptions près. On ne peut pas se substituer à une maîtrise d'œuvre, on ne peut pas devenir architecte puisque c'est quelque chose de codifié, donc bien évidemment ça ne rentre pas dans le cadre. Et de la même façon, sur ce marché qui est un marché de prestations intellectuelles, donc comme son nom l'indique, il n'y a pas à faire de travaux. Une fois qu'on a dit ça, j'ai presque envie de dire que les principales limites sont l'imagination, mais on a quatre grandes familles de missions, des missions qui ont trait
au pilotage. Vous avez une opération immobilière, vous n'êtes pas forcément complètement outillé pour la gérer, même si après il y a des prestataires locaux, etc. On peut être uniquement là en pilotage, soit en amont pour cadrer, donc le cadrage de projet immobilier, soit en amont pour cadrer, soit ensuite pour piloter. L'avantage du cadrage, je fais un petit zoom ici parce qu'on n'en reparlera pas après, et ça en revanche, ça sera un lien avec la façon de contractualiser avec l'UGAP, c'est que l'avantage, c'est quelque chose qui se fait par l'échange. Vous n'êtes pas obligé de rédiger un appel d'offres en ayant toutes les idées claires sur ce dont vous avez besoin. Très souvent d'ailleurs, on a des bénéficiaires qui nous disent « Bon, j'ai ce sujet, je ne sais pas forcément dans quel ordre le prendre ». On échange et comme ça, nous, on est en capacité, soit à titre commercial, soit comme une première mission, de cadrer et d'être capable d'envisager la suite. Donc, c'est vrai que cette unité d'œuvre de cadrage est très confortable pour les bénéficiaires qu'on rencontre. Pilotage de projet immobilier, ça porte bien son nom, accompagnement également, et un petit extra, l'analyse juridique. Bien évidemment, on ne devient pas avocat, même si vous l'avez pu voir dans nos sous-traitants et dans nos co-traitants, pardon, il y a un cabinet d'avocats notaires, mais des analyses juridiques liées à un projet immobilier. Donc ça, c'est ce qui permet d'envisager un projet immobilier. Et quand je dis projet, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire c'est pas forcément une construction, c'est un sujet immobilier à traiter. Ça peut être des schémas directeurs, des choses comme ça. C'est le point suivant d'ailleurs. Donc après, dans les autres unités d'œuvre sur lesquelles on peut vous accompagner, Bering et nous, via l'UGAP, c'est des questions à la fois liées à la stratégie immobilière, au choix et à la gestion quotidienne du patrimoine. Gestion patrimoine, donc avec les schémas directeurs qui, pour ceux qui sont concernés, c'est-à-dire les opérateurs de l'État et les services déconcentrés, peut se traduire sous forme de SPSI, mais n'importe qui a généralement besoin d'un schéma directeur, ne serait-ce que pour connaître son bien, etc. Mais là, il y aura un zoom dessus. Des questions de politique immobilière durable aussi, et toujours dans l'idée de connaître son parc, les audits techniques et réglementaires. Donc là-dessus, on est bien sûr appuyé par EGIS ou CETEC dont on parlait tout à l'heure. Pas uniquement, ils font d'autres choses, mais ils font ça. Donc voilà, ça c'est des questions de stratégie, d'organisation, gestion de portefeuille. Ensuite, on va avoir des unités d'œuvre liées aux environnements de travail ou à la construction d'immeubles. Alors on met les deux parce que là on est dans le projet tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire on fait quelque chose. Donc là-dessus, on a en gras, parce qu'elle est nouvelle, l'AMO en réhabilitation, construction. Donc là, on vous accompagne en AMO, c'est-à-dire programmation, choix du mode de dévolution, suivi de l'opération avec soit la maîtrise d'œuvre, soit un groupement si on est en MGP. Donc il peut nous arriver, par exemple, dans ce cadre d'AMO, d'accompagner des gens dans la mise en place de marché global de performance. C'est tout à fait envisageable. Ou en ce moment, on viendra après sur les émissions en cours, on a plusieurs grosses missions pour des centres hospitaliers, après une phase programmation, pour organiser les travaux de restructuration. Donc ça, c'est par exemple à Mayotte ou à Wallis et Futuna. Donc ça, c'est ce qui est lié à l'immeuble. Ce qui est plus lié, on va dire, aux aménagements de bureaux. Alors peut-être que c'est moins vos besoins, mais au moins ça en fait partie. Les réflexions autour des nouveaux environnements de travail. Donc là, c'est toute la partie amont sur est-ce que je continue à travailler et à organiser ma façon de travailler et donc mes aménagements comme j'ai toujours fait, ou est-ce que je prends le temps de réfléchir à autre chose, un peu comme incite la dernière note de la Première ministre. Et ensuite, on a l'AMO aménagement qui permet d'aller jusqu'à la réalisation de plans détaillés d'aménagement qui sont ensuite confiés à une entreprise. Et enfin, pour suivre tout ce processus, et ça c'est assez important aussi, la conduite au changement, puisque dès lors qu'on déménage, même si on réaménage de la même façon, il y a besoin d'accompagnement en changement. Donc vous imaginez encore plus si au passage on en profite pour changer la façon de travailler. Alors on bouge les slides très vite, je suis perdu. Et enfin, je terminerai par, et avant on va rentrer dans des zooms, par des sujets de transaction où on peut aider à des recherches d'actifs, des renégociations de baux ou des renégociations.
comme le montre la slide suivante, et je te laisse Paul en parler, c'est peut-être pas le sujet prioritaire qu'on a identifié dans les Drumcom, mais voilà, là on a refait une synthèse. Oui, tout à fait. Vous l'aurez de toute manière la présentation et vous aurez le temps de pouvoir le potasser un petit peu plus longuement, mais on a fait cet exercice d'identifier les offres qui répondent le plus à des besoins identifiés sur les territoires et de croiser avec les typologies d'acteurs, les typologies finalement de bénéficiaires. Et vous voyez sur la gauche, en première colonne, toutes ces typologies de bénéficiaires identifiés entre les administrations centrales et déconcentrées, important le déconcentré, les collectivités territoriales, les établissements publics, les caisses et entreprises et les acteurs de la santé. Et vous voyez en face les offres qui nous paraissent, au regard aussi de nos 4 ans d'expérience, les plus pertinentes, mais aussi au regard des enjeux qu'on a identifiés, comme en parlait Michel. Donc vous aurez le temps de voir tout ça, mais si on peut quand même en dire 2 mots, c'est que vous voyez la vraie tendance de fond sur l'évolution des environnements de travail, le vrai besoin aussi, je dirais, de lancer des démarches de schéma directeur immobilier, et on va en reparler. Et puis, bien évidemment, au quotidien, la conception de l'aménagement des espaces et l'accompagnement au changement qui vient avec. Voilà. Ce qui fait une excellente transition sur, on a pris, au-delà de ces 16 UO, trois cas d'usage qui nous semblent revenir très souvent. On va les passer, je vois le temps qui passe assez vite, on va les passer rapidement pour garder un peu de temps à la fin sur comment ça marche. Donc le premier, parce que finalement on se rend compte que c'est celui qui aujourd'hui correspond le plus aux demandes qu'on peut recevoir, c'est l'AMO. L'AMO, comme je disais, c'est à la fois pour des constructions neuves, mais aussi des réhabilitations. Alors il faut savoir qu'on avait déjà la solution d'AMO dans le précédent marché lié au plan de relance. Maintenant, c'est dans tous les cas. L'AMO, c'est vraiment, comme son nom l'indique, assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est aider le maître d'ouvrage dans tous ces métiers, quels qu'ils soient. Donc, ça part du cadrage. Alors, soit on l'appelle cadrage, soit c'est déjà l'AMO, peu importe, sur qu'est-ce que je dois faire. Ça continue sur la programmation, d'où l'intérêt d'avoir nos en base, nos abscisses, etc., qui sont des spécialistes, chacun de leur domaine sur la programmation. On vous aide aussi à éventuellement choisir le mode de dévolution, à désigner les intervenants, à organiser, puisque souvent. J'ajouterais que l'intérêt de l'AMO telle qu'elle est proposée par l'UGAP, c'est que c'est pas un tout. C'est-à-dire qu'on est capable de tout faire, mais on est capable aussi de faire des éléments. Ce qui a un côté intéressant, c'est que par exemple, vous avez déjà démarré une opération, et en cours de route, vous vous rendez compte, ah, j'ai besoin d'aide, on peut arriver en cours de route. Comme on peut arriver, bien sûr, en amont pour tout organiser. Donc, il y a une souplesse là-dessus qui fait que, et comme le processus contractuel est souple, on peut arriver un peu n'importe quand dans le projet, notamment si vous constatez un peu de dérive ou autre. Donc, ça permet puisque le maîtrise de l'AMO, c'est de gérer le planning. Voilà. Et un des sujets majeurs aujourd'hui liés à l'AMO, c'est bien évidemment l'adaptation aux défis climatiques. Et dans l'adaptation aux défis climatiques, les territoires ultramarins sont vraiment concernés par des spécificités. Et c'est là que prend toute l'importance aussi d'avoir, nous, des partenaires locaux qui connaissent les problématiques climatiques et les risques climatiques futurs. Je reprends par exemple le cas de Mayotte. La programmation, qui était une programmation médicale, a été faite par des gens qui opèrent depuis la métropole, parce que pour le coup, soigner, ça se fait à peu près de la même façon, même si après il y a des maladies particulières, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais donc le soin, en revanche, ils ont souhaité réellement, et c'est pour ça qu'ils sont passés par l'UGAP, des gens locaux qui connaissaient les sujets pour être sûr que le programme puisse être adapté et donc travailler sur les besoins locaux. Ce qu'on a fait soit avec des gens de la Réunion pour Mayotte, soit avec des gens de Nouvelle-Calédonie pour opérer à Wallis. Ça, c'est les sujets majeurs aussi pour lesquels on nous appelle. J'en ai déjà dit un mot avec la transition environnementale. Les sujets d'adaptation, mode d'organisation, mais ça, on en parle dans le chapitre d'après. Et ça peut être aussi des sujets d'optimisation foncière. Donc ça me permet de dire aussi que toutes ces unités d'œuvre, on peut piocher dessus, et donc on peut avoir des choses complexes. C'est-à-dire on n'est pas obligé de dire, je veux acheter un SPSI.
je veux acheter une AMO. On peut grouper les deux et l'AMO peut être aussi une brique dans un schéma plus large. Donc voilà, c'est l'avantage d'avoir ce marché assez large, c'est que du coup, on peut adapter au cas par cas. Et qu'est-ce qu'apporte l'AMO par l'UGAP? Je l'ai dit, travailler par phase, donc vous n'êtes pas obligé de tout contractualiser, on peut travailler par étape et par étape, notamment si tous les budgets sont pas validés. Ça nous arrive de vendre année par année au fur et à mesure que les budgets sont débloqués, par exemple. Donc ça, je pense que c'est un atout. Rapidité et simplicité, on va le prouver tout à l'heure. Et sécurisation du projet, mais ça, c'est le rôle de l'AMO. On est là pour ça, c'est-à-dire qu'on a un maître d'ouvrage qui est réputé non sachant, on vient apporter un peu de connaissances. Ça, c'est la méthodologie, je laisserai le lire, je vais passer. Donc voilà, ça, c'était un premier grand chapitre qui nous semblait très important parce qu'on a des demandes. Un deuxième chapitre, peut-être un peu moins important parce qu'on n'est pas sur les problématiques, par exemple, franciliennes où l'espace coûte cher. Donc, peut-être moins intéressant de premier abord, mais auquel on est attaché. C'est tout ce qui est lié au mode de travail. On y est attaché pourquoi? Parce que tout le monde a remarqué que tout ça avait évolué depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais il y a eu un petit coup d'accélérateur avec le Covid il y a 4 ans, enfin 2019, oui, il y a 4 ans maintenant. Et donc, ça a permis, et il y a eu une prise de conscience, on le voit, chez la plupart des acteurs qu'on croise dans le secteur public, et donc vous certainement. Et donc, on apporte cette réflexion en plusieurs temps, c'est-à-dire, j'ai regroupé là plusieurs UO. La première UO qui est la réflexion sur les modes de travail, et parfois on s'arrête là d'ailleurs, c'est se dire, ben voilà, je prends une organisation, comment elle peut travailler demain pour être plus fluide, pour intégrer le télétravail, pour continuer à intégrer du public, parce qu'il ne nous a pas échappé que la Cour des comptes avait un peu mis le haut là sur toute virtualisation en disant attention, il faut continuer à accueillir du public. Donc voilà, tenir compte de tous ces enjeux pour proposer des grands thèmes d'aménagement. Une fois qu'on a les grands thèmes, et c'est une autre UO, mais pour nous, c'est une suite logique, on est capable de réfléchir aux aménagements proprement dits, ce qui peut être lié après à une recherche d'immeuble quand l'immeuble actuel ne correspond pas, mais ça peut être en place, etc. Et nous, on va jusqu'à dessiner les plans qui peuvent après être confiés à une entreprise en contractant général, par exemple, ou en lot séparé. Si c'est en lot séparé, il faudra ajouter aussi une maîtrise d'œuvre. C'est vrai que le contractant général peut avoir des avantages, ça permet d'avoir quelque chose de simple. Et donc voilà, les enjeux qu'on traite aujourd'hui, je pense que vous les connaissez, mais c'est pourquoi réfléchir aux aménagements de travail, et là je sors de l'UGAP, c'est plus général, c'est que c'est généralement un enjeu stratégique et d'organisation. Il faut que l'immeuble traduise la stratégie, l'organisation de l'entreprise. Ça paraît évident, mais il y a quand même beaucoup de cas où on constate que c'est pas le cas. Un enjeu humain, bien évidemment, c'est là où vos collaborateurs vont travailler. Donc, il s'agit quand même de bien faire les choses. Un enjeu financier, tout ça coûte cher. On sait très bien que dans n'importe quelle organisation, le premier coût, c'est bien évidemment les RH, et le deuxième coût se dispute entre l'informatique et l'immobilier. Donc, en fonction. Donc, on sait que c'est un enjeu financier fort. Et ça, c'est peut-être plus nouveau pour le secteur public, mais les échanges qu'on a pu avoir avec des employeurs, des RH sur ce sujet montrent qu'il devient difficile de recruter et que donc ça peut être un enjeu d'image à la fois auprès des administrés, mais aussi pour se différencier et faire venir les gens. Parce que l'aménagement peut modifier la façon de travailler. Et puis un enjeu environnemental. Les surfaces qui émettent le moins de mètres carrés sont les surfaces qui n'existent pas, donc autant avoir juste ce dont on a besoin. Encore une fois, je ne vais pas zoomer sur toute la méthodologie qu'on peut développer, mais vous pourrez la lire. Et voilà, quelques exemples de livrables qui montrent qu'effectivement, on démarre sur des plans très généraux jusqu'au détail. La seule chose qu'on ne va pas faire, c'est tout ce qui est choix précis des mobiliers, puisque ça, l'UGAP sait parfaitement vous accompagner. Donc, l'UGAP va vous l'offrir, mais plus directement. Ça veut dire que vous avez une offre complète,
puisqu'on peut même s'occuper des transferts derrière, mais avec un passage de témoin entre nous et l'UGAP. Voilà. Et le troisième cas d'usage qu'on voulait développer, c'est les schémas directeurs. Et je te laisse, Paul, la parole. Merci, Michel. Alors oui, là, on va prendre un peu plus de recul. Donc là, c'est quelque chose qui s'adresse à toute structure publique, organisation qui gère un patrimoine immobilier, qui peut aller d'habitude d'une dizaine à des milliers d'actifs pour des conseils départementaux ou des grandes métropoles, des villes. Toute organisation qui gère un patrimoine de ce type, et donc on en a beaucoup en tant que bénéficiaire dans le cadre du marché de l'UGAP, fait face, vous l'avez compris à travers la présentation juste avant, à de nombreux enjeux. On a parlé d'évolution des environnements de travail, de réduction des surfaces, des coûts, d'amélioration de la qualité de vie au travail des agents, surtout d'avoir un immobilier qui s'adapte en fonction de l'évolution de l'organisation, des missions, des services, parce qu'il y a beaucoup aussi un entrant organisationnel, RH, qui est très fort et qui forcément induit des effets sur l'immobilier. On a parlé de transition écologique, et vous comprenez que quand on gère un patrimoine et qu'on fait face à tous ces enjeux, on a besoin un petit peu de prendre du recul, de voir un petit peu en quoi tous ces enjeux m'impactent moi en tant qu'organisation et concrètement, qu'est-ce que je vais faire dans les années à venir. Et donc ça, c'est la démarche du schéma directeur immobilier. Il faut savoir que le schéma directeur est obligatoire pour tous les acteurs de l'État, c'est-à-dire ministères et opérateurs de l'État sous tutelle. Ils ont obligation tous les 5 ans de faire un schéma directeur immobilier. Et pour les autres, il n'y a pas d'obligation, mais c'est souvent à l'aune de rapports de la Cour des comptes qui fustigent la gestion patrimoniale, notamment des collectivités, que derrière, les directeurs généraux des services veulent engager un schéma directeur. Ou alors de rapports d'inspection générale en interne. Donc les schémas directeurs, beaucoup sont engagés. On le voit, nous, forcément, puisqu'on est au plus près des acteurs du public, depuis 4 ans. Il y en avait avant, mais beaucoup moins, honnêtement. Et en quoi consiste un schéma directeur? C'est très simple. Et on va pas rentrer dans le détail, mais très très simple. C'est on réalise un diagnostic de ce patrimoine immobilier pour en déterminer les points forts, les points faibles, au regard des enjeux auxquels l'organisation en tant que telle est confrontée. Et 2, on projette à horizon 5 à 10 ans les évolutions de ce patrimoine, bien par bien. Donc on décide des relocalisations, des cessions, des valorisations, des grosses opérations de rénovation à engager. Et assorti, ce schéma directeur, vous comprenez du coup, d'une feuille de route très opérationnelle et du plan d'investissement qui est associé. Un schéma directeur, c'est, vous voyez, toute une démarche très structurée qui est très rodée pour le coup et qui marche à tous les coups. Et c'est un projet au long cours. C'est entre 6 et 18 mois selon la taille de l'organisation et surtout ce qu'on souhaite y mettre. Et selon la façon dont on souhaite conduire cette étude. Associe-t-on ou pas les utilisateurs? Ça, c'est un grand dilemme. Certains ne veulent pas le faire, du coup, c'est très court, et d'autres veulent le faire. Et là, on s'engage dans quelque chose de très concerté et qu'on recommande fortement. Et donc là, on est sur 18 mois, vous voyez. Donc là, vous avez sous vos yeux les étapes à franchir. On est sur du vraiment très, très classique. Je vous le disais, en 2 temps, vous voyez le diagnostic, la phase de stratégie, et puis oui, un petit cadrage, parce que, comme le disait Michel tout à l'heure, le cadrage, c'est l'occasion de voir avec vous l'état des données disponibles, en fait, notamment relative à la connaissance de votre patrimoine, car souvent, et c'est incroyable, hein, mais le premier enjeu, c'est améliorer la connaissance du parc, c'est-à-dire qu'on a plein de collectivités encore aujourd'hui qui n'ont pas un inventaire de leurs bâtiments, et donc la première étape, c'est cet inventaire. Voilà, moi je propose qu'on peut aller là. Là, justement, pour illustrer ce que tu disais, on a listé alors qui sont pas forcément en Drumcom, puisque vous avez compris que ce marché est assez récent. Mais pour illustrer ce que tu disais, on a mis ici quelques-uns des schémas directeurs et SPSI qu'on a pu conduire, ce qui vous montre effectivement la diversité à la fois chez ceux pour qui c'est obligatoire, notamment tout ce qui est préfecture, les ARS, mais ceux aussi pour lesquels c'est pas forcément obligatoire. C'est plutôt l'onglet en haut à gauche, toutes les collectivités territoriales qui s'en servent beaucoup. Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de SPSI, de schéma directeur en vente dans les Drumcom, mais on est tout à fait prêt à le faire, surtout que l'obligation est la même pour tout le monde. Bon, là, il y avait quelques exemples. Je pense oui, vous pourrez lire tranquillement, mais c'est un exemple de schéma directeur sur une ville, justement, une collectivité qui s'applique pour toutes les autres, hein, et qui portait sur le patrimoine administratif, donc vraiment les bureaux. Et donc avec le fameux impact qu'évoquait Michel tout à l'heure sur le télétravail et les nouveaux modes de travail de manière générale.
et comment on est passé de 120 sites à 10 sites en cible, oui. avec un schéma qui s'autofinance sur 5 ans. Et donc, voilà, je trouvais un bon exemple. Voilà, donc là, vous avez vu parmi les 16 unités d'œuvre qu'on a présentées, qui permettent de traiter énormément de sujets dans l'immobilier, il y a une forme de souplesse dans ce marché que nous, on apprécie beaucoup, que les bénéficiaires apprécient. Donc, parmi ces 16 unités d'œuvre, on a mis 3 cas d'usage qui, elles, peuvent faire appel à plusieurs unités d'œuvre. Donc, tout ce qui est lié à l'AMO, puisque là, pour le coup, on est déjà dans le bain. Tout ce qui est lié, donc aux aménagements. Les aménagements, par exemple, pour les marchés qu'on a, c'est beaucoup utilisé par les caisses, par les CAF. On a pas mal de CAF qui nous ont fait réfléchir là-dessus, avec qui on avance. Et puis les SPSI. Et là, on voulait vous montrer quand même sur cette slide quelques réussites, quelques éléments qu'on a pu déjà faire. Alors les deux RSMA, les deux missions sont assez proches. C'est des missions qui sont quasiment terminées. Ça illustre, hein, c'est juste des exemples. Mais pour ces exemples-là, c'était un problème de logement. Donc vous voyez, on est vraiment dans des choses différentes, où les RSMA n'avaient pas de patrimoine lié au logement et donc étaient obligés de trouver euh, dans le marché local tendu pour ce qui est de la Polynésie et quasiment inexistant pour ce qui est Mayotte, des logements pour les cadres qui viennent passer 3 ans au RSMA. Et donc la volonté de ces deux RSMA était de voir s'il était faisable et à quel investissement, quels moyens, quelles procédures, comment s'organiser. Donc une faisabilité pour savoir comment développer au moins partiellement un parc de logements pour leurs besoins. Donc, voilà. Donc faisabilité d'un projet. Vous voyez, on est vraiment dans les parties amont, cadrage, etc. Est-ce que je peux, est-ce que ça a un intérêt et comment je justifie auprès de ma tutelle que j'ai intérêt à faire ça. Les deux autres sujets dans l'ordre, CH Mayotte et l'agence de santé de Wallis et Futuna, j'en ai déjà beaucoup parlé, je radote. Là, c'est de l'AMO. On a eu de la programmation qui a été faite pour à Mayotte petit à petit refaire à peu près tout l'hôpital. Wallis et Futuna, pareil. La programmation a été faite et là, maintenant, il s'agit d'entrer dans le dur, c'est-à-dire aller sélectionner les architectes, aller sélectionner les entreprises. Et là, on avait besoin de notre aide. J'oubliais Maurice Salbonne à la Martinique aussi. Donc, vous voyez, on rayonne un peu partout. Et dernière mission qu'on a aujourd'hui pour le SDIS Martinique, et ça, c'est principalement Aegis qui le fait. Donc, vous voyez, on panache. Mayotte, c'est Expas, qui est quelqu'un qui est à La Réunion. RSMA, c'est CAPS, qui est à Nouvelle-Calédonie. Pardon, l'agence de santé. Et Innovista, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, le STIF 912, l'idée, c'était d'abord d'analyser toutes les casernes, leur état technique, et après accompagner dans leur restructuration. Et entre le moment où on a fait cette slide et aujourd'hui, on a quelque chose en plus qui est intéressant. Je n'osais pas en parler, donc c'était pas figé, mais je crois que c'est l'ARS en Martinique, oui, en Fort-de-France, Martinique, qui nous demande de les aider à chercher des nouveaux locaux. Voilà. Donc, vous voyez, toutes les missions dont on parlait peuvent se faire et on fait un panachage le plus efficace possible entre une intervention de notre part, parce qu'on est quand même titulaire et donc on est garant de la qualité, et des locaux, à la fois parce que c'est plus opérationnel et puis parce que nous, on aime ce côté-là qui est de faire fonctionner les territoires. Et il nous reste, ça va, un quart d'heure pour le processus de contractualisation, parce que je pense que c'est vraiment un des forts atouts du marché UGAP, c'est un process assez simplifié de commande, notamment sur les sujets immobiliers qui, en tout cas dans les phases initiales, est parfois un peu flou. C'est-à-dire que, ok, on sait très bien faire un appel d'offres pour une maîtrise d'œuvre une fois qu'on a un programme. Faire l'appel d'offres pour le programme, c'est parfois un peu plus compliqué. Et quand il s'agit de savoir si mon sujet va être faisable ou pas pour une faisabilité, alors là, bon courage. Donc l'idée de l'UGAP, c'est que comme nous avons été sélectionnés via un appel d'offres, les obligations de consultation ont déjà été faites, et donc on peut avoir un processus plus
plus en discussion. Et donc l'idée, c'est de commencer par une réunion de qualification. Donc c'est une réunion tripartite entre vous, l'UGAP et nous, pour comprendre votre besoin. À l'issue de cette rencontre, donc ça c'est une rencontre d'1 heure, 2 heures qu'on fait généralement en Teams parce que sinon ça fait, on faudrait flamber notre empreinte carbone. À l'issue de cette réunion, on vous envoie un compte rendu qui permet de bien cadrer. Donc déjà rien que par ça, on vous aide aussi, on peut aider quand c'est besoin. Quand il n'y a pas besoin, on nous dit et puis on note. Mais parfois on peut aussi aider à cadrer le sujet. Une fois que le compte rendu est validé de part et d'autre, on peut nous entamer le travail de rédaction de la proposition. Et donc c'est une proposition méthodologique qui vous explique petit à petit les opérations qu'on va faire et les livrables, puisque c'est un marché à bon de commande qui fonctionne sur des livrables. Et donc, on liste à la fois les actions qu'on va faire pour savoir comment on travaille, mais surtout, le plus important, on liste les livrables qu'on vous donne à la fin de chaque phase. On traduit ça en même temps en unité d'œuvre. Comme vous lisez pas l'unité d'œuvre en langue principale, on donne aussi l'enveloppe budgétaire à laquelle ça correspond. Et donc à partir de là, soit ça vous va, tant mieux, vous dites go, soit ça vous va pas parce qu'il faut ajuster, redimensionner, il manque telle analyse, celle-là étant trop parce que j'ai déjà faite, on réitère. Donc il y a toute une phase d'itération. S'il n'y a pas d'itération, tout ça peut tenir en 2 semaines. S'il y a des itérations, on n'a pas de problème à faire durer longtemps pour arriver et être sûr qu'in fine, vous ayez ce dont vous avez besoin. Une fois que vous lancez le go, alors là, ça va vraiment vite. Vous nous dites, c'est bon, nous, on transmet tous les éléments pour que l'UGAP, puisque vous achetez auprès de l'UGAP, hein, je l'ai rappelé, pour que l'UGAP vous fasse un devis. À partir de là, vous êtes en mesure donc de valider ce devis, d'émettre, ça c'est important aussi, d'émettre votre commande auprès de l'UGAP. Si l'UGAP n'a pas la commande, il ne se passe rien. Donc ça, c'est un sujet important. C'est pas uniquement je valide le devis, c'est j'émets une commande. J'insiste parce que on a eu parfois des pertes de temps parce que le devis est envoyé mais sans commande. Donc ça paraît simple quand je le dis sur une slide, mais dans les faits, on a pu avoir quelques temps perdus là-dessus. Donc j'insiste lourdement, j'assume. Donc voilà, passation de commande. Donc vous recevez le devis, vous le contresignez et vous passez une commande. À partir de là, l'UGAP nous passe nous-mêmes notre commande et on peut démarrer le sujet pour la durée qu'on avait imaginée. 18 mois, tu parlais pour certains SPSI. En AMO, ça peut être 24 mois. Après, il y a des missions beaucoup plus courtes. C'est peut-être un point que j'ai oublié de dire. Le marché actuel, on a été renouvelé, donc je disais l'année dernière. Le marché actuel se finit, donc c'est un marché de 3 ans, donc en août 2025, avec une possibilité de finir les missions commencées pendant 1 an. Donc on peut envisager des missions jusqu'à août 2026. D'où l'intérêt de les phaser aussi, parce que parfois certaines AMO vont plus loin. On assure le démarrage. Voilà, nous, les points qu'on voulait mettre en avant. Maintenant, c'est place aux questions-réponses s'il y en a. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question qui était est-ce que le support sera diffusé? J'imagine que oui. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, donc comme je le disais, nous, pour donner des idées en attendant que le premier se manifeste pour une question, les missions qu'on a beaucoup, donc les SPSI, tu l'as dit, les schémas directeurs, beaucoup de collectivités territoriales nous en demandent parce que, notamment au moment de regroupement de communes, des choses comme ça, il y a des pertes d'informations, la création d'agglomérations, etc. Ça peut être assez vieux, mais croyez-nous, aujourd'hui, il y a encore pas mal de choses qui ne sont pas consolidées, donc ça peut être aussi le moment de consolider. Les AMO, je l'ai dit, les aménagements, beaucoup, que ce soit les collectivités territoriales, notamment accueil du public. Ça peut être l'enseignement. Les universités doivent faire des SPSI aussi, d'ailleurs, je ne sais plus si on l'a dit. Ça peut être l'enseignement, beaucoup de caisses, beaucoup d'URSSAF, on a eu. Voilà, très varié. Et bien évidemment, vous pouvez soit nous contacter, soit contacter Isabelle présente, Grégory,
Donc, vous avez les noms. Et j'oubliais effectivement de vous dire, s'il n'y a pas de questions, mais il n'est pas encore trop tard, que comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, les 3 autres marchés seront présentés également, avec le conseil en finance en janvier, le conseil en organisation en février, le conseil en stratégie en mars. Un point important d'ailleurs, ça me permet de rajouter ce point que j'ai pas dit, il est tout à fait envisageable, et on le fait, de travailler, de compléter les missions les uns les autres. On a par exemple une grosse mission à Marseille de stratégie foncière qu'on fait avec Grant Thornton. On peut avoir des sujets d'organisation RH, c'est souvent lié avec l'immobilier, donc on travaille avec Eurogroupe ou leurs co-traitants. Donc ça, c'est pour ces marchés-là. Il y existe aussi au sein de l'UGAP des marchés liés exclusivement à la partie énergie. Alors, je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont drôles comme cela, mais on peut travailler avec eux. Donc, on est parfaitement capable de grouper. Donc là, on vous présente une partie, mais on sait faire des offres intelligentes ensemble. Alors, j'ai une question. Nous avons souvent des difficultés avec consulting à distance. Comment envisager les missions de terrain et les difficultés à collecter envisager Paul, tu veux peut-être répondre, mais sinon, je pense qu'on l'a dit et redit, c'est-à-dire que nous aussi, soit on se déplace, effectivement c'est un coût, puisque Air France ne fait pas des billets gratuits parce qu'on est avec le Gap, soit, et nous c'est ce qu'on préfère, c'est avoir des gens sur place, et comme ça on travaille à deux. Effectivement, le positionnement sur place, et puis on peut vous témoigner aussi de un discours plutôt rassurant, c'est que sur pas mal de missions qui consistent à effectivement collecter un ensemble de données, et c'est notamment le cas des schémas directeurs, puisque c'est une revue finalement de tout votre patrimoine immobilier, on fonctionne bien. Parce qu'en fait, on fait toute une série d'ateliers en présentiel pour cadrer l'exercice, tout ce que l'on souhaite collecter en termes d'indicateurs, et on sait ce qu'on va aller chercher comme source de données, de personnes à contacter. Et derrière, le fonctionnement en distanciel marche bien. De toute façon, moi, on a une philosophie, hein, c'est il n'y a rien de mieux que de vous donner les coordonnées de bénéficiaires qui ont marché avec nous sur le marché UGAP. Et ils vous donneront et vous partageront leur retour d'expérience. Donc, si vous êtes intéressé, on peut vous adresser des coordonnées de bénéficiaires, de villes, de collectivités, de ministères, de services déconcentrés, tout ce que vous voulez. Et vous verrez, ça se passe vraiment très très bien. Et même pour les missions qu'on a à l'intérieur de l'Hexagone, on se déplace pas à chaque fois. Il y a beaucoup de choses qui se font en ligne. Donc on a vraiment l'habitude. Après, sur l'absence de données, si c'est vraiment absence, là, soit il faut passer sur on complète avec des UO de diagnostic. Et là, effectivement, c'est terrain. Donc là, il faut qu'on trouve quelqu'un qui puisse visiter, etc. Si c'est une absence documentaire, là, soit on lance à la chasse notre notaire, soit de toute manière, c'est pas en allant sur place qu'on complétera, sauf effectivement à prendre l'annuaire et à parcourir les rues. C'est peut-être pas là qu'on a le meilleur rendement à faire ça. Donc c'est un peu la limite de l'exercice. Il y a vraiment 0 données là, effectivement. On peut avoir quelques difficultés, mais qu'on soit sur place ou pas, ça change rien. Il me reste avec Paul et puis l'UGAP qui nous entendent à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à revenir vers l'adresse générique pays à UGAP qui sera adressée principalement à Grégory mais qui nous retransmettra et qui sont vos points d'entrée pour toute question. Merci à tous de votre présence. Merci. Au revoir. Et à très bientôt.